Teddy Papavrami, bonjour. Bonjour. Vous êtes là dans ce cadre merveilleux de la Saline Royale pour des masterclass. C'est quand même un univers très éloigné de l'univers dans lequel vous avez baigné, vous, tout au long de votre éducation musicale. Ah oui, de ma première éducation musicale, en tout cas, en Albanie, c'est sûr. C'est autre chose. Après, oui, est-ce qu'on peut imaginer que le Doubs avait comme ça anticipé une forme de socialisme ou je ne sais pas, peut-être qu'on peut trouver peut-être quelques parentés, mais non, effectivement, ça n'a rien à voir. Vous avez baigné dans un milieu qui était quand même musical, puisque votre père Oui. est violoniste. Oui, bien sûr. Donc lui avait étudié à Prague. Oui, il Mais avait... comment ça s'était passé, puisque donc vous étiez en plein régime communiste. Donc lui est allé dans un pays frère À l'époque, c'était un pays frère, mais qui est devenu un pays ennemi parce que ensuite l'Albanie s'est fâchée avec tous les pays du pacte de Varsovie. Elle est sortie du pacte de Varsovie. Et donc mon père a dû rentrer subitement en Albanie, comme beaucoup d'étudiants albanais de l'époque qui étudiaient en URSS ou dans d'autres pays frères, entre guillemets. Et voilà, donc ça a été violent apparemment pour lui, une grande tristesse. Bon, après, il s'est intéressé de plus en plus à la pédagogie. Euh, Bien sûr, il y avait une forte influence russe quand même, bien que nous n'eussions plus de relations avec l'Union soviétique, mais quand même, la littérature musicale, tout ça, c'était en russe. Donc, Mais d'où venait cette passion chez mon père? Oui, pour le violon, parce que c'est quand même pas un pays justement qui avait donné avant des musiciens Non, c'est vrai. classiques. Ben, c'était mon grand-père qui était médecin, mais qui avait fait toutes ses études en France, enfin, qui avait pensé bien faire, de donner à mon père une éducation dite bourgeoise, comme il l'avait vu en France. Voilà, pratiquer un instrument de musique, faire un peu de sport, enfin, voilà. Donc, mais mon père s'est pris de passion pour cet instrument. Mais vous, à lire donc votre livre, justement, Fugue pour violon seul, qui retrace votre enfance, votre adolescence, vos premiers itinéraires musicaux, il y a un rapport très intéressant à l'éducation, puisque vous racontez en fait qu'enfant, il fallait vous forcer à faire du violon. Oui, vraiment, oui. Ah bah oui, c'était vraiment une contrainte. Je me savais parfaitement incapable de supporter, de m'auto-infliger une discipline. Dès mon réveil le matin, je me disais, je me sentais condamné d'avance par ce que je ferais qui mériterait une punition ou le courroux de mes parents. Je savais que ça allait se passer. C'était inévitable. Il y a même un chapitre consacré à la tricherie, l'art de la tricherie pour Oui. faire croire que vous travaillez sans travailler. Oui, voilà, je bougeais les aiguilles de la montre, et puis sinon je me cachais le plus loin possible à l'école pour que mon père ne puisse pas me trouver en train de bavarder. Enfin, non, vraiment, mais c'était pathologique, mais c'était à l'image quand même de tout ce qui se passait en Albanie. Enfin, c'est un pays où les gens trichent beaucoup. En France, on dit que les Français sont râleurs, paresseux, etc. Mais à côté des Albanais, c'est le Japon, la France. Donc, voilà. Et donc il y a un rapport quand même étonnant à l'instrument. C'est-à-dire qu'à un moment quand même vous avez fini par l'aimer, cet instrument de torture. Oui. Non, en fait, je l'aimais, mais je ne voulais pas travailler. L'inconséquence totale et en même temps naturelle, je pense, de l'enfant. Donc, j'ai fini par intégrer, oui, j'ai intégré vraiment le message en arrivant en France, en fait, parce que c'est là que j'ai commencé à m'imposer vraiment un travail. Et alors, c'est venu naturellement, je ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit d'un jeune adolescent comme ça, enfin, enfant, mi-adolescent, pour que tout à coup, il trouve vraiment cette capacité à s'infliger quelque chose qui lui paraissait impossible, mais comme je le dis aussi, parallèlement, on perd quand même pas mal
de parfum et de liberté dans la vie. Enfin, c'est un univers qui devient beaucoup plus gris. Mais ça ne se reflète pas dans le jeu, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent « Oui, mais si on n'est pas libre et heureux, etc. dans sa vie, en fait, on ne pourra pas. » C'est pas du Ils tout. n'ont pas écouté à David Oistrakh, ceux-là. Exactement. Voilà. Et plein d'autres musiciens qui, au contraire, je crois plus à la sublimation qu'au parallélisme, comme ça. C'est pas, ce qu'on fait en musique, c'est pas le reflet juste le transport pur et simple de notre vie. Oui, c'est nier un peu toute la transfiguration artistique. Évidemment. Mais alors, justement, enfin, vous dites que vous avez commencé enfant, mais pour arriver en France, il fallait quand même que vous ayez été repéré, notamment par Alain Marion, je crois. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il était en tournée Oui. En Albanie, et puis ça veut dire que vous aviez déjà atteint quand même un niveau qu'on a pu repérer un talent. Ah, mais oui, mais à force, oui, j'étais talentueux, et puis, bien sûr, sous la menace, comme ça, j'ai travaillé. Mal, souvent mal, mais ouais, mais c'est-à-dire que ce que demandait mon père tout de même, c'était de travailler environ 3 heures par jour, 3 heures et demie de violon par jour. Donc en trichant, j'en faisais 2, mais c'était 2 quand même par jour. Donc voilà, et j'arrivais quand même à monter, à faire des progrès avec cette quantité de travail-là. Donc Alain Marion, quand j'avais 9 ans, il est venu en Albanie, il m'a entendu dans mon école, un concert donné en son honneur. Et puis de retour en France, mais c'est vrai qu'il a fait l'impossible. Enfin, c'est vraiment incroyable parce qu'il nous a fait la promesse et il a tenu parole. Enfin, alors que, évidemment, la chape de plomb qui se refermait, il aurait pu oublier. Non, il y a une bourse à mon nom qui est arrivée en Albanie. Oui, alors en sautant